Par la suite, j'ai appris qu'il avait touché de l'argent pour venir. Mesdames, messieurs, derrière le mythe du rocker indomptable, il existait un homme blessé, hanté par des démons que ni la gloire ni l'argent n'ont jamais su apaiser. Johnny Hallyday, notre Elvis français, a brûlé sa vie sur scène, mais c'est loin des projecteurs qu'il a livré ses plus sombres vérités. À 73 ans, au crépuscule de son existence, il a osé prononcer les noms de ceux qu'il considérait comme ses pires ennemis, ceux qui, à ses yeux, l'avaient trahi, humilié ou abandonné. Peu de fans connaissent vraiment la profondeur de ses rancunes, l'ampleur de ses blessures intimes, ni l'amertume de ses conflits qui l'ont poursuivi jusqu'à son dernier souffle. Ce soir, chers téléspectateurs, je vous invite à percer ce voile de silence. Ensemble, nous allons remonter le fil de ses haines viscérales, de ses amours déçus, de ses amitiés brisées, pour comprendre pourquoi Johnny, l'idole des jeunes devenu vieil homme lucide, a dressé cette liste fatale. Souhaitez-vous que je continue avec la partie suivante ? Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, est né à Paris en 1943, dans un contexte qui n'annonçait rien de la légende qu'il allait devenir. Orphelin de père dès son plus jeune âge, abandonné par Léon Smet, un comédien belge qui préférait les tournées de province aux couches souillées, le petit Jean-Philippe grandit dans une solitude qui forgera son tempérament rebelle. Sa mère, Huguette Claire, costumière, n'est qu'une présence intermittente. L'enfant est alors confié à sa tante Hélène Marr, dont les filles, danseuses, l'initient très tôt aux coulisses du spectacle. Le gamin timide, aux yeux clairs, découvre la scène comme un refuge. C'est dans ce monde de paillettes, de faux-semblants et de néons qu'il façonne son rêve américain, jusqu'à se choisir un pseudonyme aux accents anglo-saxons, Johnny Hallyday. Dès ses débuts dans les années 1960, la France entière se laisse emporter par ce phénomène qui chante l'Amérique tout en incarnant la révolte d'une jeunesse étouffée par le conservatisme. Les premiers disques explosent les ventes, les foules se pressent à ses concerts, parfois jusqu'à l'émeute. Johnny devient l'idole d'un pays tout entier. On le surnomme vite l'Elvis français, tant sa voix rauque, sa gestuelle fiévreuse et ses déhanchés provoquent la fureur des fans. Mais derrière le cuir noir et les guitares électriques, il y a un homme qui doute, un écorché vif que la gloire rend plus fragile encore. Au fil des décennies, Johnny aligne les tubes. Que je t'aime, Allumer le feu, Gabriel, et il traverse les époques sans jamais vraiment vieillir aux yeux du public. 100 millions d'albums vendus, 80 tournées qui électrisent chaque coin de France, des shows titanesques au Stade de France ou à Bercy. Son talent brut, son charisme animal et son besoin vital de la scène nourrissent une carrière hors norme, ponctuée de comebacks triomphants après chaque chute. Car Johnny, c'est aussi les dérives. L'alcool, les excès de drogue, les tentatives de suicide, les opérations à cœur ouvert et les tabloïds qui se délectent de ses frasques. Pourtant, malgré tout cela, il reste aux yeux de millions de Français l'incarnation de la liberté, du rock pur et de la passion à l'état brut. Il se marie plusieurs fois, vit des amours tumultueuses, devient père à répétition, sans jamais vraiment réussir à incarner l'image du père idéal. David, son fils aîné né de son union avec Sylvie Vartan, grandit dans l'ombre d'un père plus souvent absent que présent. Tandis que Laura, sa fille avec Nathalie Baye, devra aussi composer avec les absences et les tensions. À la scène, Johnny se donne sans compter. Mais à la ville, ses proches paient le prix fort. Trahison, querelles juridiques, héritage contesté, toutes ces fissures intimes resteront longtemps masquées par les lumières du showbiz. À 73 ans, quand le cancer l'affaiblit et que la mort rôde, Johnny Hallyday se retourne sur ses propres démons. Et plutôt que de pardonner, il ose dresser cette liste noire. Une liste qui dévoile les noms de ceux qu'il tenait pour responsables de ses plus grandes douleurs. Un fils devenu adversaire devant les tribunaux, une ex-épouse qui ne lui pardonne rien, une compagne d'hier qui rouvre de vieilles plaies, un beau-père trop gourmand et un ami de toujours devenu rival. Voilà l'homme derrière l'icône, l'âme brisée, derrière les accords de guitare. Derrière chaque projecteur braqué sur Johnny Hallyday, il y avait un couloir sombre où se murmuraient les secrets de famille, les disputes feutrées et les promesses brisées. La France applaudissait le rocker rebelle, mais peu savaient à quel point l'homme Jean-Philippe Smet souffrait de ses liens de sang et de cœur. Le drame débute là où naissent les plus grandes déceptions, au sein même de la famille. Avec David, son fils aîné, la relation a toujours été un fil tendu entre amour et indifférence. Johnny, jeune père, encore plus épris de liberté que de responsabilité, multiplie les absences pendant l'enfance de David.
Entre deux tournées, il essaie de jouer son rôle, mais la scène l'aspire sans relâche. David grandit donc avec une admiration teintée d'amertume. Adulte, il tente de construire sa propre carrière, souvent éclipsé par l'ombre gigantesque de son père. Les médias adorent comparer, opposer, ressasser leurs différences. Et lorsque vient le temps de l'héritage, après la mort de Johnny, David se retrouve à devoir défendre ses droits devant les tribunaux, comme si la tendresse paternelle devait une fois de plus se négocier à coups d'avocat. Sylvie Vartan, elle, fut la première grande épouse, icône yéyé, beauté éternelle, muse de toute une génération. Leur histoire d'amour, débutée dans la ferveur des années 60, fait rêver la France entière. Mais derrière les flashs, les voyages et les duos complices, la jalousie, les infidélités et les colères du chanteur laissent des blessures béantes. Sylvie supporte, pardonne, puis finit par claquer la porte. Les années passent, mais leur fils David restera à jamais le point de tension qui les relie, malgré eux. Et lorsque les scandales de l'héritage éclatent, Sylvie se dresse à nouveau, publiquement, pour défendre son fils, ranimant les braises de vieux griefs. Johnny, déjà affaibli, voilà une double trahison, celle de l'ex-femme et celle du fils, soudées contre lui dans une dernière bataille judiciaire. Nathalie Baye, quant à elle, incarne une autre facette du drame. Ils s'aiment follement dans les années 80. De cette union naît Laura, l'enfant tant espéré, la petite princesse qui adoucit un temps les excès de son père. Mais la passion se fissure rapidement, rongée par les jalousies et les absences. Nathalie, femme forte, actrice au sommet de sa carrière, ne tolère ni les infidélités ni l'instabilité chronique de Johnny. Elle s'éloigne, emporte Laura dans son sillage. Pour Johnny, c'est une trahison muette. Il perd peu à peu sa fille, tout en cultivant un ressentiment tenace contre celle qui, à ses yeux, l'a privé d'un bonheur simple qu'il n'a jamais su protéger. Et puis vient André Boudou, le beau-père de Laetitia. Au départ, il incarne pour Johnny une figure protectrice, un allié dans la gestion de ses affaires, un homme qui veille sur la nouvelle famille recomposée. Mais le climat change vite. Les rumeurs de magouilles financières, les tensions autour des contrats, les investissements hasardeux créent une fracture insurmontable. Johnny, qui déteste qu'on touche à son argent sans qu'il n'en contrôle chaque centime, se sent dupé, manipulé. André devient l'ennemi intime, le poison au cœur de ces dernières années. Cette rancune, Johnny la traîne comme une valise trop lourde, persuadé que l'emprise de son beau-père sur Laetitia dépasse de loin les limites du support familial. Et que dire d'Eddie Mitchell, l'ami de toujours, le frère de Rock, le complice des vieilles canailles. Leur amitié avait né sous les néons de Pigalle, a résisté aux excès, aux nuits blanches et aux engueulades mythiques. Mais à mesure que Johnny vieillit, Eddie prend des distances, lassé par les choix artistiques jugés douteux, agacé par les conflits internes et l'entourage de plus en plus fermé du chanteur. Une brouille silencieuse, mais d'autant plus douloureuse qu'elle se nourrit de souvenirs partagés, de secrets que seul un ami de 50 ans peut détenir. Pour Johnny, cette retraite est un abandon pur et simple, un abandon qu'il ne pardonnera jamais vraiment. Voilà comment un à un ces visages aimés sont devenus les protagonistes d'un drame intime. Tissés de non-dits, de procès, de phrases assassines prononcées à demi-mot. Derrière les applaudissements et les concerts flamboyants, Johnny collectionnait les cicatrices invisibles, jusqu'à cette confession tardive, ou d'une voix rauque. Il a désigné ces 5 noms qui le hantaient plus que la mort elle-même. Quand la lumière des projecteurs s'éteint, c'est souvent là que le vrai drame se joue. Pour Johnny Hallyday, ces dernières années ont été une suite de combats de plus en plus amers, où l'amour d'un père, la loyauté d'un ami ou la protection d'un clan familial volent en éclats sous l'œil vorace des médias. Ce qui se murmurait à huis clos devient soudain une bataille publique. Les avocats se succèdent, les lettres d'assignation pleuvent, les plateaux télé s'enflamment. À mesure que le cancer lui ronge les os, Johnny voit sa vie se résumer à un champ de ruines, peuplé de silhouettes qu'il n'a plus la force d'aimer. Le premier coup de tonnerre éclate quand David, le fils tant admiré mais si souvent oublié, se dresse contre Laetitia dans une guerre de succession féroce. Johnny avait cru protéger sa dernière famille en léguant tout à sa dernière épouse, mais il ne mesurait peut-être pas l'humiliation qu'un tel choix infligerait à David. Les journaux déroulent chaque rebondissement comme un feuilleton. Trahi par son propre père, titrent certains. D'autres, contraires, accusent David de vouloir profiter de l'héritage du mythe.
Et au milieu de cette mêlée, Johnny, cloué sur son lit, murmure à ses proches « J'ai créé mes propres bourreaux ». Une phrase dure, un aveu amer d'un homme qui sait qu'il a semé lui-même les graines de sa discorde. Avec Sylvie Vartan, l'ancienne muse, l'échange devient venimeux par médias interposés. Elle qui a toujours cultivé l'image d'une femme digne, finit par craquer devant la cruauté de certaines décisions. Elle parle, elle écrit, elle défend David bec et ongles. Johnny, déjà trop faible pour répliquer directement, laisse filtrer par confidence « Je croyais que tout ça appartenait au passé. Elle n'a jamais su tourner la page. » Entre eux, chaque souvenir heureux se teinte d'un goût de revanche. Nathalie Baye, plus discrète, n'en pense pas moins. Elle protège Laura, sa fille, comme une louve, refusant qu'on efface son héritage. Son silence en dit long. Pour Johnny, cette absence de soutien est une trahison supplémentaire. La confirmation que l'amour qu'il croyait éternel s'est depuis longtemps mué en méfiance. Il confie un soir à un ami resté fidèle « Mon fils a grandi loin de moi, ma fille aussi, et pourtant je croyais avoir donné tout ce que je pouvais. » Les mots tremblent, mais la rancune, elle, reste intacte. Dans l'ombre, André Boudou, le beau-père de Laetitia, devient l'objet de toutes les colères. Les tabloïds racontent les querelles autour des finances, les investissements contestés dans les restaurants et clubs de Miami. Johnny, lucide, comprend trop tard qu'il n'est peut-être plus qu'une marque entre des mains qu'il ne contrôle plus. « Je meurs entouré de vautours », lâche-t-il un soir, la voix brisée, alors que son corps n'est plus qu'un champ de bataille contre la maladie. Cette phrase, ses plus proches l'ont répétée comme une sentence qu'il n'a jamais osé crier tout haut. Et puis, Eddie Mitchell, l'ami frère, l'éternel schmoll. Leur brouille est moins spectaculaire mais encore plus douloureuse. Ces deux vieux lions du rock français, unis par un demi-siècle de folie, de bières partagées et de nuits blanches, cessent de se parler, de se chanter. Eddie, épuisé par les histoires de Grosso et la présence jugée toxique de l'entourage de Johnny, met de la distance. Johnny le prend comme une désertion. À la fin, il murmure à sa femme « Schmoll ne viendra même pas me dire adieu ». Et il avait raison. C'est cette accumulation de blessures, de rancœurs accumulées et jamais vraiment pensées qui précipite Johnny dans un silence amer. Les caméras filment encore ses derniers concerts, mais l'homme lui vit déjà dans un monde où chaque visage familier est aussi un souvenir douloureux. Derrière les sourires pour le public, il sait que la mort sera la seule réconciliation possible. Et pourtant, il garde sa liste. Gravée dans sa mémoire, elle devient sa manière à lui de dire « Je n'oublie rien ». Alors que la mort s'apprête à emporter Johnny Hallyday, la maison de Marne-la-Coquette se transforme en un étrange théâtre où se croisent espoir et regret. Alité, le corps miné par la douleur, Johnny revoit défiler dans ses songes ces visages qu'il a tant aimés, tant rejetés. Sa voix n'est plus qu'un murmure, mais ses souvenirs, eux, crient encore. Dans un élan de lucidité, Johnny demande à revoir David. Les proches racontent qu'il voulait dire « pardon » sans savoir vraiment comment. Les mots se coincent dans la gorge de celui qui, toute sa vie, a chanté l'amour, mais n'a jamais su le dire à ses enfants. Dans la chambre tamisée, David s'avance, pose une main sur l'épaule de ce père qu'il a tant attendu. Quelques larmes roulent, mais aucune phrase ne vient sceller la paix. Et pourtant, dans ce silence fragile, les deux comprennent peut-être que tout est déjà dit. Sylvie, de son côté, envoie un dernier message, des mots sobres, sans rancune, pour lui rappeler qu'ils ont été jeunes, beaux, qu'ils ont traversé les années main dans la main avant de s'égarer. Johnny l'écoute, ses paupières closes, et souffle à Laetitia. Après tout, elle a été la première. Laura, elle, arrive plus tard, presque trop tard. Elle embrasse son père, pose sa tête sur son torse amaigri. Il lui caresse les cheveux comme pour rattraper des années volées par les disputes et les non-dits. « Ne me déteste pas », chuchote-t-il, d'une voix que la maladie a rendue rauque et cassée. Elle ne répond rien. Les larmes suffisent. Même Eddie, le frère brouillé, trouvera un mot pour lui. Un SMS, discret, pudique. « Salut mon vieux, on se retrouvera là-haut. » Johnny sourit, comme un enfant qui croit encore aux retrouvailles. Et dans cet ultime instant, le rocker rébelle,
Le père manqué, l'ami déçu, comprend que la seule chose qu'il emportera, ce ne sera ni l'or, ni les disques de platine, mais ses étreintes tardives, ses mains posées sur la sienne. Après tout, il ne reste que la famille, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, quand s'éteignent les guitares et que la poussière des projecteurs retombe, que reste-t-il vraiment d'un homme comme Johnny Hallyday? Des chansons gravées pour l'éternité, des stades en feu, bien sûr. Mais surtout, derrière l'idole, il y a ces cicatrices que ni la gloire ni l'argent n'ont su penser. Il y a ces enfants qui ont grandi sans lui, ces femmes qui l'ont aimé puis détesté, ces amis qui ont tourné le dos par lassitude ou par orgueil. Et cette liste, égrenée à 73 ans comme une confession douloureuse qu'il n'a jamais osé partager de son vivant. Alors, chers téléspectateurs, je vous pose cette question. Que vaut la célébrité quand, au crépuscule de la vie, on compte ses ennemis au lieu de ses pardons? Est-il vraiment possible de tout effacer, de tout absoudre quand la rancune a bâti ses murs? Peut-on aimer sans blesser, sans trahir, sans perdre? Johnny laisse derrière lui un héritage musical inégalé, mais aussi cette leçon silencieuse. Parfois, les plus grands rockers meurent seuls avec leurs regrets. À nous de décider si nous voulons leur ressembler. Mesdames, messieurs, derrière les rideaux de velours, il reste une vérité que seul le cœur peut entendre.